5, 4, 3. Ignition sequence has started. 0. Désormais, l'informatique n'est plus réservée à une élite. L'ordinateur lié aux moyens de communication, et notamment à la télévision, ouvre un horizon radicalement neuf. Qui aurait pu imaginer il y a 15 ans Savez-vous ce que veut dire l'extraordinaire 82% des Français qui se connectent pendant la vie des Et il semblerait qu'on soit live. Premier check comme d'habitude. Le son fonctionne. Allez hop, ça c'est bon. Impeccable. Ok. Donc ça c'est tout bon. Je vous remets juste ma main. Et on a oublié un truc important. Un instant. Voilà qui est bien mieux. Hop là. Oula. Retour son. On coupe le retour son. Parfait. Impeccable. Bon, comment ça va? Qu'est-ce que vous avez fait de votre jeudi? Est-ce que certains d'entre vous ont été productifs? On fait du Webflow en Webflowé? Est-ce qu'on peut trouver un verbe en développé avec Webflow? Loud and clear. Yes. Salut Vincent, comment ça va? Normalement, je suis de passage à La Rochelle prochainement. Mais bon, il n'y a encore rien de sûr. J'espère que tu vas bien. Je m'étouffe avec mon café. Carrément, je te ping. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Je te ping et on ira se boire une bière. Exactement. Mais écoutez, ça me fait plaisir qu'on se retrouve parce que la semaine dernière, il n'y avait pas de live. Donc là, on va se retrouver. On va parler de l'actualité de Webflow. On va parler d'une nouvelle app que j'ai découvert qui s'appelle Rotato. Rotato.app pour ceux qui sont curieux. Et on va aller découvrir ça en seconde partie de live si on a le temps. Je pense qu'on aura le temps, on va prendre le temps du moins. Et puis on va surtout débriefer cette annonce, les Workspace, qui était pas annoncé dans la Code Conf, dans le sens où ils avaient annoncé qu'ils allaient aller plus loin avec la collaboration dans Webflow, mais ils n'avaient pas dit qu'ils allaient revoir leur pricing. Ça, c'est des petits filous. Ils les ont revus, évidemment, à la hausse. Et donc, on va voir un petit peu ce qui en découle. Qu'est-ce qu'on a en plus? Qu'est-ce qu'on a en moins? Qui est le plus impacté? Les petits freelances ou les grosses agences? On va essayer d'analyser un petit peu tout ça. On va passer en revue ensemble l'article de blog qui est sorti. Et puis, ouais, le pricing, il en prend un coup. Hein. Je ne sais pas sur quel plan t'étais, toi, Vincent. Je suppose que du coup tu as des plans team avec les différents clients avec lesquels tu bosses. Moi je suis en plan pro. Ouais, on est pareil. Je suis en plan pro, ouais, comme ça. Petite douille quand même. Quand tu as vite fait à ton 35 € par mois, bah, c'est du 49. Bon. Ouais, donc voilà, forcément. Hop là, je check juste ça. C'est pas important. On peut partager. On est tout bon. Ok. Hop là, je vous partage juste les choses importantes et on va partager l'écran. Pardon. Disclaimer, en tant que mode du forum et community expert, je ne paye pas mon plan. Ah! Alors après, c'est vrai que tu t'investis quand même pas mal. C'est légitime. Alors, que je vous partage l'écran. C'est parti. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai remis l'article. En fait, à chaque fois qu'ils font une annonce, ils vous ressortent évidemment toute l'annonce à l'écrit et ils vous expliquent un petit peu en détail ce qui se passe. Donc on voit on s'arrête sur 3 points. On a donc des nouveaux workspace. Ces nouveaux workspace là, donc ils viennent remplacer les comptes. Avant, on avait les comptes perso et les comptes team. Et en fait, techniquement, ce qui se passe, c'est que ce workspace-là, il vient un petit peu mêler les deux. Donc, on n'a plus vraiment de team, on n'a plus vraiment de compte perso. Les comptes perso montent en prix, mais par contre, on peut venir avoir plusieurs utilisateurs sur un même compte perso. Donc, on approche des micro-teams. Et puis, on va avoir les comptes team qui, finalement, étaient plafonnés en nombre d'utilisateurs. Donc, on avait le premier compte team qu'on passera en revue un petit peu après, qui avait du coup 2 utilisateurs, puis 4 utilisateurs, etc. Et là, finalement, on se retrouve avec
un nombre d'users qu'on peut avoir dans une team plus élevé, avec un tarif qui a l'air moins cher, mais qui en réalité est plus cher, parce qu'il sera refaire à user. Donc on va avoir tout ça, on va recalculer tout ça. C'est assez intéressant à analyser, mais c'est pas intéressant en termes de prix. Donc vous allez découvrir ça. Par contre, qu'est-ce que ça ajoute? Et bien finalement, ce principe de workspace-là, il va nous apporter beaucoup plus de flexibilité sur la collaboration. Dans le sens où, comme on peut voir ici, est-ce que je peux faire un petit zoom? Yes, je vais me faire un gros zoom comme ça. Vous voyez, on peut avoir différents privilèges en fonction du rôle qu'on a. Donc on a le owner, l'admin et le member. Évidemment, le owner, c'est le propriétaire du workspace. Et on va avoir ensuite donc, des rôles secondaires comme l'admin et le membre. Aujourd'hui, on a 3 rôles. Je sais que c'est quelque chose qui veut l'étendre. Alors, je ne sais pas si c'est le fait de créer des nouveaux rôles ou alors de dire que tel member potentiellement peut faire cette chose-là A et B, et un autre member peut faire B et C, etc. Donc, je sais que c'est quelque chose sur lequel... de toute façon, ils en reparlent à la fin de l'article. C'est quelque chose sur lequel ils veulent évoluer. Mais je pense qu'on n'aura pas beaucoup plus de hiérarchie entre owner, admin et member. Donc, vous voyez, le propriétaire, il peut forcément transférer, supprimer son espace. Classique, c'est son espace. Là où l'admin peut faire tout le reste, c'est-à-dire accéder à la partie facturation avec le client, paramétrer les paramètres, pour configurer les paramètres, accéder évidemment à tous les sites et déterminer du coup les différentes intégrations et les templates qui sont disponibles. Donc ça, c'est l'admin. Là où le membre, lui, peut pouvoir faire tout ce qui est de l'ordre de l'exécution. Donc en fait, aller chercher tous les sites, aller configurer les différentes intégrations et puis updater les templates. Évidemment, il n'aura pas accès à la partie settings qui est un cran au-dessus de son autorisation. Salut Jean-Philippe. Et donc du coup, voilà. Le owner, il peut faire beaucoup de choses, évidemment, parce qu'il est propriétaire. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve ici. Vous voyez, éditer, donc ça, c'est ce qu'on retrouvait au-dessus avec transfert or delete, éditer, en fait, tout ce qui va être lié au workspace, donc ça peut être la carte, ça peut être le billing, les invoices, etc. Là où l'admin va avoir forcément un peu moins d'accès, et là où le membre aura forcément encore moins d'accès. Classique. Quand on va ajouter quelqu'un à donc nous on va créer un workspace, on est le premier utilisateur, on crée notre workspace, c'est nous qui sommes facturés, et puis on va vouloir ajouter une personne. Et lorsque l'on va ajouter une personne à ce workspace-là, donc d'après ce que je vois, on va donner un nom à ce workspace-là, ici, et puis lorsqu'on va l'ajouter, on va lui définir un rôle classique, admin ou member. On ne pourra évidemment pas le passer on ne pourra pas l'inviter en tant que propriétaire, puisqu'il n'y a qu'un seul propriétaire. Tout ce qui est plus classique. Et vous voyez, après, on se retrouve avec une interface qu'on connaissait globalement déjà, qu'on n'avait juste pas plus de niveau d'accès, mais c'est une interface qu'on connaissait avec les différents membres et leurs différents rôles. Bon, classique. Au niveau du site, on peut aller chercher des accès plus spécifiques. Donc là, on parlait vraiment à l'échelle du workspace, donc c'est comme une agence, techniquement, la personne elle a accès à tous les sites, elle peut configurer les intégrations sur tous les sites, etc. Là, on redescend à l'échelle du site, que je retrouve mon élément, ici, et on va voir qu'il y a les gens qui peuvent administrer un site, donc qui sont techniquement les porteurs de projet, par exemple, c'est les chefs de projet, les product managers, etc. Et puis on va voir les personnes qui vont venir travailler à l'intérieur. Okay, les personnes qui vont être considèrent comme design, mais techniquement c'est le développeur Webflow, donc les développeurs Webflow, et par exemple les personnes annexes qui vont venir faire du développement Webflow sur le projet. Donc techniquement ça veut dire que dans les membres qui vont venir développer sur le projet, eh bien on va avoir des membres qui pourront publier et d'autres non. On peut avoir ainsi une logique avec en admin un chef de projet, un project manager, un product manager, et puis en dessous, dans la partie design, mais encore on entend développement Webflow, et publication, par exemple ici un lead dev Webflow, et avec ça, ici avec lui, 1, 2, 3, plusieurs personnes qui pourront venir travailler, développer sur le projet. Donc ça, c'est assez intéressant. Parce que finalement on se retrouve avec une approche beaucoup plus orientée à l'agence et c'est beaucoup plus précis que de la simple collaboration où finalement tout le monde a accès à tout, donc le risque de modification non désirée est beaucoup plus grand, là où finalement on vient davantage cadrer, et c'est un petit peu ce qu'on avait avant avec l'interface designer et l'interface éditeur. Et bien là même dans l'interface designer on va avoir des privilèges en fonction de notre rôle sur le projet.
Donc ça, c'est assez intéressant. C'est limite quelque chose qui m'intéresse le plus au-delà de la gestion de l'équipe, qui, bon, est intéressant quand on est en agence. Mais ce qui est intéressant, là, c'est par exemple quand on va venir faire monter des développeurs JS qui vont avoir besoin d'analyser un petit peu le site ou d'ajouter du JS, ou alors d'autres personnes qui vont venir travailler avec nous. Bah, voilà, c'est ici qu'on va pouvoir venir gérer leurs privilèges. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc là, on se retrouve à l'échelle du site. Juste avant, ici, on était à l'échelle de la team, enfin du workspace, parce que maintenant ça s'appelle un workspace. Et donc on avait différents membres avec leurs différents rôles à l'échelle du workspace. Et on se retrouve avec une interface similaire, mais à l'échelle du site. Vous voyez, avec le général, members, et ici on se retrouve avec publishing, billing, SEO, etc. Les différents onglets qu'on retrouve classiques dans notre project settings. Donc là, on a un nouvel onglet, members. Et donc, on a aussi un nouvel onglet Publishing qui est, je pense, le nouveau nom simplement de Hosting. Je ne sais pas s'il y a grosse différence, mais ça veut dire que techniquement, quand on est uniquement Can Design, on n'a pas accès au bouton Publish, on n'a pas accès à l'onglet Publishing. Je ne sais même pas si on a accès au Project Settings en soi. De toute façon, on n'a pas accès non plus, ça c'est pas précisé. Mais voilà. Voilà, ici, il précise uniquement qu'il peut juste pas publier, mais je ne sais pas s'il a accès à la partie settings. Je pense que des fois, on va avoir besoin de gérer les fonts ou de gérer custom code, donc forcément, la personne qui design, mais là encore, hein, je rappelle, on entend développement Webflow, je pense qu'elle a quand même accès à cette partie-là. Et donc, on a les guests. Les guests, c'est des personnes qui peuvent éditer. Donc là, vous voyez, même dans la partie editor, pas d'accès aux settings. Ok, c'est intéressant ça. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment le lead dev Webflow qui en fait vient faire le setup de base, c'est-à-dire intégrer les fontes, intégrer les informations d'intégration, et puis mais j'avoue que ce serait un peu frustrant, quoi. Si finalement on a intégré, je sais pas, une police d'écriture et puis on n'a pas intégré la version italique alors qu'il nous la faut pour un projet, ça veut dire que la personne qui est en charge du développement, elle doit demander à son lead dev Webflow d'intégrer ça. C'est un peu dommage pour le coup, mais c'est possible, du moins ça restera. Hein. Ça permet aussi que personne n'intègre de custom code non désiré. Donc à voir, mais tu nous reconfirmeras ça, ouais, Vincent. Et donc du coup voilà, okay. On a les éditeurs, donc c'est pareil, hein, on se retrouve toujours avec cette même approche qu'on connaît déjà, hein, les designers, les éditeurs. Donc, dans les éditeurs maintenant on peut avoir aussi des rôles, des sous-rôles dans les éditeurs. Donc on a des éditeurs qui peuvent éditer et publier, et d'autres qui peuvent que éditer le contenu. Donc ça veut dire que ça sauvegarde en temps réel sans publier, donc ça c'est aussi intéressant. Donc ça veut dire qu'on a une espèce de lead market ou lead publication qui vient garantir que le contenu édité n'est pas publié. Donc c'est ok, intéressant. Je regarde différence, make content edit, mais ouais, CMS ou classique. Ok. Bon, classique, voilà. On voit, hein, c'est techniquement, c'est le gros enjeu avec le workspace, c'est offrir plus d'accès et davantage de contrôle sur son équipe. Donc ça, c'est assez intéressant. Ok. Attendez que je retrouve. Je vais reprendre ça. On n'a pas le dernier. Blog, je vais remonter. Teamwork. Ouais, mais il y avait un autre article. Il faut que je le retrouve. Attendez, je vais vous retrouver l'article. Article. Ouais, donc il y avait cet article-là. Ok, ça y est, j'ai retrouvé. Ah ben voilà, ok, c'est parfait. Donc, voilà. On se retrouve avec la partie la plus touchy, on va dire, dans l'article de blog. C'est que ces nouvelles modifications, c'est cool, mais ça impacte le prix. Et en fait, on se retrouve avec des prix qui sont ok
plus clair. Déjà, ça c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que là maintenant on comprend un peu mieux, il y a moins de prix, il y a moins de prix différents, donc c'est déjà plus clair. Ça c'était un gros problème pour Webflow, c'est que il fallait bien comprendre quel était le prix entre du coup les comptes team, les acomptes plans, les hosting plans. Donc là maintenant on se retrouve uniquement avec les site plans qui sont les plans d'hébergement et les workspace plans qui sont les plans du coup de création, comme une suite Adobe, comme une suite Microsoft, comme une suite Google, quoi. C'est le plan de création. Et donc là on se retrouve avec là, attendez, tadam, ces quatre, on va dire 3 parce qu'on a un plan gratuit, mais ces 3 approches-là qui sont et qui en fait avant étaient, je vais vous retrouver par exemple ici, c'est pas plan. Avant on avait ça, Starter qui était le gratuit, Light, Pro, et lorsqu'on voulait aller en team, il fallait aller passer team, et dans ce cas-là on avait 3 nouveaux pricing pour les teams. Okay. Ça, c'est les pricing d'avant. Vous voyez, avant, on va faire déjà un état des lieux avant, comme ça vous comprendrez pourquoi c'est problématique, les nouveaux prix, et pourquoi c'est intéressant. Lorsqu'on était en... Donc les tarifs de base de Webflow, c'est donc format gratuit, tu as 2 projets non hébergés avec Webflow, donc c'est-à-dire que c'est des projets qui restent en .webflow.io, sur lesquels tu n'as pas mis de hosting. Donc ça c'est très important, les projets non hébergés, c'est important de bien les comprendre, c'est des projets sur lesquels tu n'as pas mis de hosting. Donc en plan gratuit, 2 projets classiques. Une seule personne, ces 3 plans-là, dès qu'on est en A compte plan, on est tout seul sur notre compte Webflow. Lorsqu'on passe en team, on peut intégrer plusieurs personnes. Je mets un autre onglet ici. Dès qu'on passe en team, on se retrouve avec 2 users pour un total de $70 par mois, 4 users pour un total de $140 par mois, ou 8 users pour un total de $280 par mois. Okay. Donc là, nous, on est solo, on est freelance, on veut se lancer dans Webflow, on démarre gratuitement dans le cadre de l'apprentissage, et puis finalement, lorsqu'on est prêt et qu'on veut se lancer en freelance, on passe en plan light pour avoir un peu plus de projets. On se retrouve en plan light, donc là, on paye toujours à l'année, mais donc au mois, ça revient à du $16 par mois, et on a donc 10 projets. Intéressant. 10 projets non hébergés avec Webflow. Ça veut dire que dès que le projet va être hébergé, donc on va ajouter un hosting pour, par exemple, conserver le projet sur notre compte Webflow et facturer une maintenance à notre client. Eh bien, dès qu'on va avoir ça, automatiquement, ce projet va sortir de notre quota de 10 et on aura à nouveau un slot de project non hosté disponible. Donc là, 10 projets non hébergés. OK. Pour $16 par mois. Et en pro, donc là, c'est le plan que j'ai actuellement. J'ai un nombre illimité de projets. Et évidemment, j'ai tout ce qui en découle derrière. C'est extrêmement intéressant parce que finalement, $35 par mois, ça revient à $420 par an. Ce qui est assez intéressant. Et ça me permet surtout, et c'est là où c'est la grande force, c'est que je suis tout seul. Dans le cadre de la formation, j'ai beaucoup de projets pour montrer aux apprenants, pour archiver aussi, alors que je faisais des productions pour des clients, j'archivais une copie pour, même moi, revoir comment je bossais auparavant, ou alors quand j'avais fait une intégration et que j'en avais besoin à nouveau pour un nouveau projet, je revenais voir comment j'avais fait, etc. Donc c'était extrêmement intéressant, donc je pouvais archiver les projets, les duplicata de projets de mes clients. Et évidemment, j'étais en white labeling, donc ça veut dire que tous mes sites n'avaient pas ce petit logo Webflow, donc ça c'est aussi très intéressant, et je pouvais les protéger avec du coup des mots de passe. Donc ça c'est, là encore, intéressant. Et donc dès qu'on veut être plusieurs, forcément on passe en plan team. Et en plan team, donc, on peut faire un nombre illimité de websites. Techniquement, un plan team, c'est quoi? Vous voyez, 2 users, nombre illimité de websites, le total coûte 70 par mois. Finalement, c'est 2 comptes pro, quoi. C'est 2 users qui ont un compte pro et qui sont dans la même équipe, en fait, qui peuvent collaborer sur des projets. Donc, c'est en fait techniquement une approche pro classique. Et donc pour $70 par mois, on se retrouve avec 2 users, 144 users, donc forcément ça revient pareil. Hein. Le prix par user est toujours de 35 € par mois, $35 par mois du moins, et on peut toujours faire unlimited website, etc. Et là encore, un nouveau palier, 8 users, etc. Là où je comprends pas forcément trop l'intérêt de le diviser comme ça, c'est que techniquement il dirait faites 2 users et plus, et puis en fait c'est 35 par mois. Parce que là c'est 35 par mois, ici ça fait 35 par user par mois, là c'est pareil, c'est 35 par user par mois, et 8 users ça fait 280, ça fait la moitié 140, la moitié 70, donc la moitié 35, donc ça veut dire que c'est 8 users à $35 par mois. C'est là où je comprends pas trop la notion de palier.
Et pourquoi il faut choisir celui-ci plutôt que celui-ci, enfin voilà. Au-delà du nombre de users en fait. Je comprends, j'aurais préféré peut-être avoir un tarif global qui dit bah voilà, à partir de 2, si vous voulez être sur le même projet, c'est 35 par user, donc vous en ajoutez autant que vous voulez. Mais ici, il plafonnait à 8. Okay. Et au-delà, bon bah il fallait entrer un custom number et être contacté. Donc ça c'est l'approche d'avant. Des comptes solo et des comptes team. Aujourd'hui, ça change un peu. On se retrouve avec ça. Okay, donc on passe d'un seul coup 6 pricing à 3. On a toujours notre plan gratuit avec une seule place et nos 2 free sites. Nos 2 free sites, c'est 2 projets non hébergés. Une fois qu'on a ça, donc ça veut dire qu'on est techniquement sur la même base que notre starter free actuel. Ensuite, on veut démarrer, on démarre en tant que freelance, supposons. On va devoir passer à ce montant-là, donc on passe encore, et donc on est à 19 $ par mois si on paye à l'année. 19 $ par mois par siège. Pourquoi par siège? Bien parce que maintenant, dès ce plan corps, on peut être jusqu'à 3 sur un même workspace. Donc ça veut dire qu'on peut être sur une micro-équipe qui va avoir moins 10 ou moins du moins projets non hébergés. Et donc on va pouvoir travailler ensemble. Et par contre, on va avoir un certain degré de permission. Si on ne peut aller que sur des billing permissions. Si on a une deuxième personne, donc là on est sur supposons on a un petit studio, on est tout seul, et puis finalement on a moins de 10 sites, on est en 19 $ par mois. Demain on a un ami qui vient bosser sur un projet, on l'intègre au workspace, donc finalement nous notre workspace on va plus payer 19, mais on va payer donc 38 $ par mois. Et puis, on aura donc une deuxième personne avec nous et il pourra travailler sur nos 10 projets au moins qui ne sont pas hébergés. Une troisième personne rejoint, parfait, et va intégrer. On va se retrouver donc à 57 $ par mois et on aura notre petite équipe de 3 personnes qui pourront bosser sur 10 projets au moins avec simplement des billing permissions. Si on veut aller au-delà, donc avoir soit plus de personnes dans notre équipe, soit plus de projets non hébergés, il faudra passer sur le plan growth. Le plan growth, c'est 49 $ par mois par personne si on paye à l'année. Et donc là, on est tout de suite franchir un gap parce qu'on est tout de suite dans une logique de grosse équipe où forcément on va avoir plus de place. Okay, donc là, on va pouvoir monter jusqu'à 49 fois 9 sièges. Et par contre, on va pouvoir avoir un nombre de sites non hébergés illimité. Et on va pouvoir venir gérer des publishing permissions, donc des permissions de publication. C'est intéressant lorsqu'on est des grosses agences. En fait, dans cette phase de transition, c'est toujours cette phase de transition où je trouve que c'est problématique parce que un jeune freelance qui démarre, il va avoir certes moins de 10 projets hostés. Okay. Il est freelance, je suis d'accord, le coût de Webflow va être normalement vite rentabilisé. Mais quand même, dans une phase d'apprentissage, moi aujourd'hui, on parle dans la formation, la problématique c'est qu'en plan starter, par exemple, on n'a que 2 projets. On est limité en nombre d'items CMS, on ne peut pas ajouter de custom code, donc forcément, dès que dans la formation, je parle de custom code, eh bien, la personne ne peut pas appliquer tant qu'elle n'a pas le plan corps. Vous voyez, on est dans cette position un peu, je commence à pratiquer, mais je ne suis pas suffisamment à l'aise pour vraiment me lancer en freelance, mais j'ai besoin d'utiliser Webflow, donc je me retrouve à payer 19 $ par mois. Problématique. Et pareil, on est 3 personnes, mais on se retrouve à avoir des missions en parallèle, on veut garder des archives de nos projets, donc finalement je me retrouve à avoir 10 et parfois besoin de plus, donc supposons on n'est toujours que 3 et j'ai besoin d'avoir 10, 15 projets non hébergés parce que je veux garder les 10 derniers projets en archive, et bien forcément, pour avoir plus de 10, même si on n'est que 3, il faudra qu'on passe sur le plan growth, donc ça veut dire que certes on pourra avoir plus de sites non hébergés, par contre chaque personne va maintenant non plus me coûter 19 $, mais me coûter 49. Donc je passe juste pour héberger un peu plus de projets de mon côté, en non hébergé. Et bien finalement, je me retrouve à avoir ce besoin de rajouter 30 € par personne. Donc on parle de 90 € par mois pour une petite... voilà, soit on est tout seul, soit on est en petite équipe pour simplement passer en growth. Donc là, on est 90 $ par mois. C'est quand on est 3. Par exemple, on a le cas exactement de Jean-Philippe, je lis ton commentaire en même temps, mais c'est ça, c'est la limite des projets qui m'obligent à passer au growth plan en étant solo. Techniquement, en fait, il a une approche qui est complètement logique, c'est qu'il est tout seul, donc il est en plan corps, mais il a besoin d'héberger plus de 10 projets. Donc, je vous remonte rapidement mon dashboard. Vous voyez, un dashboard,
Ici, j'ai 3 projets, 4 projets, 4 projets, 81 projets, 78 projets, 25 projets. Mais parce que forcément, j'ai des cas d'exemple à montrer aux apprenants, etc. Donc, si j'étais tout seul et que j'étais par défaut resté ici en corps, eh ben, il faudrait automatiquement que je passe en Go. Donc là, c'est le problème, c'est la problématique de Jean-Philippe. C'est qu'il est contraint de passer, de payer 30 € en plus par mois parce qu'il a plus de 10 projets. Il peut en avoir 11. Un projet en trop, tu passes à 30 € en plus. Donc c'est là où un petit peu la problématique, je trouve. Et finalement, bah, 49 $ par mois par siège pour une équipe, certes up to 9, salut Xavier, donc jusqu'à 9 places. Et bien finalement, 49 € par mois par siège, c'est bien plus cher que ce qu'on avait ici. Où ici, on avait par exemple 2 sièges pour 70 $ par mois. Donc ici, on est à 70 $ par mois. Attendez que je retrouve ma page. Voilà. Ici, 2 sièges, ça te coûte 96 $ par mois. Donc tu prends d'un seul coup 26 $ pour la moindre équipe. Et puis bah, forcément, ça s'incrémente. Hein. Vous voyez, 4 users, on se retrouve à 4 x 49, donc forcément 196 € au lieu de 140. Donc vous voyez, les petites équipes vont forcément être impactées. Et là où ça va être problématique, c'est que je pense c'est surtout les freelances qui n'ont pas besoin qui n'avaient pas besoin de passer en team et qui en fait aujourd'hui vont être obligés de passer en growth et donc de grandir. Donc forcément, voilà, aujourd'hui je paye 35 $ par mois. Là, je sais pas comment ça va se passer. C'est pire que le gaz, Webflow, exactement. C'est exactement ça. Et donc là, forcément, bah, on se retrouve avec un montant qui n'est pas négligeable. Je crois ça fait 588 € par an, quelque chose comme ça. Là où avant, je payais 420. Mais bon. Dans mon cas, ça a rentabilisé, mais c'est vrai que pour des freelances, des jeunes freelances, ça fait quand même un budget en plus, quoi. Et évidemment, on se retrouve encore avec le plan entreprise. Le plan entreprise qui vient d'avoir un nombre de sièges illimité, qui revient en fait techniquement à ce Hunter et Custom Number. Et du coup, ouais, forcément, il faut des plans, etc. Mais voilà. Unlimited Hosted Site, etc. Donc c'est un... Je trouve ça dommage. En fait, ce qui aurait été intéressant, c'est, je pense, un plan intermédiaire, où tu restes seul et tu peux avoir 10 projets non hébergés. Et dans ce cas-là, quand tu restes seul, tu payes moins. En fait, ça, c'est un truc que j'aurais adoré avoir. Et en fait, pas forcément pour moi, parce que moi, je suis aujourd'hui mon besoin est plus proche du growth. Mais pour tous les apprenants, toutes les personnes qui veulent se lancer sur Webflow, qui veulent commencer à intégrer du custom code, à bosser sur des projets avec un peu plus de pages, enfin vraiment pratiquer avant de se lancer en freelance, ou avant de se lancer en CDI ou ce qu'ils veulent, pouvoir avoir un plan quand même un peu plus léger, parce que 19 $ par mois, voilà, ça peut vite coûter, quoi. En plus d'une formation, en plus de, voilà, du temps, etc. Donc, un petit intermédiaire, là, ça n'aurait pas été de trop. Mais non, bref. Donc ça, c'est la grosse nouveauté. Plus de plan team, plus de plan à compte. Ouais. En fait, c'est intéressant que si tu es minimum 2, maximum 3, et si tu as moins de 10 sites. Bah ouais, en fait, c'est ça. Si tu es minimum 2, maximum 3, et que tu as moins de 10 sites, donc ça veut dire que potentiellement, soit tu bosses que sur des sites qui sont sur les comptes de tes clients. Donc ça, c'est une autre approche du modèle. Mais si tu te connectes au compte de tes clients pour bosser, ou alors eux, ils sont en team, ou eux, ils sont en workspace pour le coup, et ils t'invitent sur leur workspace, dans ce cas-là, c'est intéressant. Dans ce cas-là, c'est pas toi qui paye. Mais ouais, si t'es plus de 2, plus de 3, etc., bah, et que tu veux plus de 10 projets, bah, t'es un peu douillé, quoi. Et tu payes 19 $ au lieu de 35 par personne, du coup. C'est ça. Dans le cas où tu as entre 2 et 3 projets, entre 2 et 3 personnes, et que tu as moins de 10 sites. Mais sinon, c'est juste une augmentation de prix. Voilà. C'est ça. Il y a vraiment un faible créneau. Alors peut-être qu'ils ont mené une étude, hein. Peut-être qu'ils ont mené une étude et que finalement, bah, ouais, le gros des users fonctionne comme ça. Mais je pense que ça va faire du mal à pas mal de free. Ouais. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, j'avais pas lu ça en détail. Donc déjà, c'est pas quelque chose qui est en place tout de suite. Je sais que certaines personnes comme Vincent ont l'air d'avoir déjà accès. Tout le monde n'a pas accès. Sur Slack Webflow Expert, pareil, il en parlait, il disait que ça allait se mettre en place sur les mois à venir. Donc ça veut dire qu'on a bien une transition. Donc c'est pas nous qui restons
Transition to workspace. For existing account. If you're... Customers will be prompt to switch. Ok, donc ça veut dire qu'on est forcément obligatoire. Ouais, c'est ça. La transition reste obligatoire. Ouais. Ouais. Donc là, les gens comme nous qui sont par exemple en account plan, donc qui restent seuls mais qui sont soit en light, soit en pro, en fait, on va se manger des bannières qui vont dire rappeler. Un petit peu comme je sais pas quand vous vous souvenez, mais quand il fallait changer les champs A, les champs DNS A, on avait toujours des mails, on avait des bannières, etc. qui nous rappelaient qu'il fallait qu'on le fasse. Et en fait, là, du coup, on va être rappelé qu'il va falloir qu'on bouge. Et pareil, les customers with Steam plan. Donc, prompt to transition to growth. Ok. Et donc, c'est-à-dire que même les entreprises. Donc là, il y a un truc qui est drôle, c'est que donc même les entreprises, je pense qu'ils ont une transition de prix aussi. Elle est juste pas affichée. J'espère que c'est pas une grosse douille aussi. Mais ok. Ok, ouais, donc ouais, forcément, on aura une espèce d'interface comme ça. Ok, il va falloir toujours être à l'écoute lors de ces grosses releases. Il se pourrait que certaines choses soient ajustées très bientôt et que des délais soient rallongés. Ok. Et je pense que c'est le moment de... je pense que c'est le moment de faire remonter le fait que... je pense que je vais essayer de faire passer le message soit à Megan, soit au support, mais que quelque chose un peu intermédiaire ici, ce serait intéressant et que déjà qu'ils veulent pas faire des grosses remises ou même des remises pour des apprenants, des gens qui se forment ou autre. J'avoue que le gap à passer est un peu violent, quoi. Je pense pas que ça va casser une partie du business, mais je pense que ça va renforcer comment dire, j'ai envie de dire la fébrilité, mais le fait que les gens ils sont un peu dans le doute à se lancer sur le flow, parce que forcément quand tu veux te lancer, certes le 0 il est vite atteint, le plafond du 0, et donc forcément il va falloir qu'il passe qu'il laisse le pro. Ouais, le pro c'est bien. En fait le pro c'est intéressant, ouais, en fait du coup ça reviendrait à avoir deux intermédiaires, quoi. Un pro ici et un débutant en fait. Un light, quoi. Light, core, pro, growth. En fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi le growth, c'est pas que plutôt que d'avoir un plan team qui du coup était en palier, pourquoi ne pas remplacer ça par growth. Ok, donc ça c'est intéressant. Je sais pas si tu en avais. Les Florence playing so far. Bah ouais, forcément. Ouais. Ouais, Daddyflix. Hein. Ça va être un gros point. Je vais ouvrir le lien là, juste après. Je vais l'ouvrir à côté. Tac, et je vais me le transférer sur Mac. Parfait. C'est arrivé. Je me remets la vue modérateur. Je vais faire la bonne française et je vais participer. Just keep the problem. Ouais. Ben ouais, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, là, en fait, ça fait payer juste pour avoir accès à d'autres personnes, pour pouvoir faire monter d'autres personnes. Et en fait, les gens n'ont pas besoin. Ok. Je reviens juste rapidement ici sur les améliorations qui sont prévues aussi pendant la release. Donc on parle évidemment de teammate management settings, donc ça c'est un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure avec les paramètres, les différents privilèges. Le fait que maintenant on n'est plus forcément à transférer un perso à un compte, puis que ce compte-là doit transférer à une team. Donc ça a l'air d'être assez intéressant. Et donc pareil dans la phase de clonage, en fait dans la phase de transfert et dans la phase de clonage, avant le clone il allait forcément sur le account et ensuite le account faisait le transfert du projet vers une team. Donc pareil dans le cadre d'un transfert, là, on pourra sélectionner directement quel est
quel projet, voilà, du moins à qui on veut l'envoyer. Est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est une team? Et d'après ce que je vois, en fait, ça va aussi améliorer la phase de transfert dans le sens où, en gros, avant, les projets Webflow, quand ils avaient un hébergement en ligne, c'est-à-dire qu'ils étaient en ligne, qu'ils étaient par exemple sur un compte perso et qu'on voulait les passer sur une team, il fallait déconnecter le hosting, faire le transfert, puis remettre le hosting, envoyer un petit message au support en disant les gars, est-ce que je peux avoir mon petit avoir que je peux réutiliser sur ma team? Et en fait, là, on devrait pouvoir, et ça, je trouve ça très intéressant pour le coup, on devrait pouvoir transférer des sites avec leur site plan inclus sans avoir à déconnecter. Donc ça a l'air quand même assez intéressant. Et après, évidemment, bon voilà, purchase template for any workspace. Donc là, c'est pareil, c'est l'approche. Avant, on faisait un transfert à compte vers team, et maintenant, tu choisis vers qui tu veux envoyer, soit vers le à compte, soit vers, du coup, pas le à compte, mais du coup, le workspace. Maintenant, le workspace remplace tout. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve. Mais ouais, j'ai l'impression que ça fait quand même parler. Et en fait, ouais, le prix change, pose problème quand même. Donc, je vous remets, de toute façon, vous avez le lien dans le chat si vous voulez aller jeter un œil. De toute façon, je vous remettrai le lien je vais vous mettre ça. Et ben ça, je vous le remettrai dans le replay. Ce lien-là. Tac, 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 tac. Mais vous, à chaud, ouais, je sens que c'est quand même plus problématique, quoi. Sabine, Daddyflix, Vincent et puis je voyais Jean-Philippe aussi. Mais ouais, c'est un peu la douille quand même. Et moi aussi, hein, je suis entièrement d'accord. Je préfère rester en pro et payer que 35. Ok. Bon, bah intéressant. On va passer, je vais en mettre comme ça dans le chat. On va passer sur une deuxième partie un peu plus légère, où on va moins se plaindre, ou peut-être encore plus se plaindre, je sais pas pour le coup. Attendez, je me déplace ça là-haut, comme ça j'ai toujours mon lien pour tout à l'heure, pour le replay. Et hop. Tac, ça je peux fermer. Et on va tester un outil qui s'appelle Rotato. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Où est-ce qu'il s'ouvre, mon Rotato? Il s'ouvre là. Ok, on va découvrir ça ensemble. Rotato, qu'est-ce que c'est? Eh ben, je vais d'abord vous montrer, hop là, ce que c'est que Rotato. Attendez un instant, et hop là, rotato.app. Je sais pas s'il y en a qui connaissaient avant. J'ai découvert ça hier. Alors, je trouve que par animation, c'est un peu dommage que ça passe derrière. Enfin, c'est pas hyper subtil. Mais je vais vous mettre la vidéo et vous allez vite comprendre. C'est pour faire des mock-ups animés. Alors, vous direz, bah, des mock-ups c'est cool. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est quand même assez photoréaliste, qu'on peut jouer avec les différentes animations dessus pour voilà, en faire un motion sympa, qu'on puisse l'avoir tout en temps réel et qu'on puisse en plus gérer par exemple du flou, des choses comme ça, depth of field, etc. Vous voyez, on a des rendus qui sont plutôt professionnels, je trouve. Alors, c'est pas pour faire de la 3D, c'est pour faire du mock-up, donc la vidéo. En fait, ce qui va sortir techniquement à la fin, c'est une vidéo. Hein. Et voilà. Je trouve qu'on est sur une interface un petit peu à la Keynote, si il y en a qui utilisent Keynote sur Mac. Et toi, techniquement, tu peux en faire une vidéo comme ça, comme on vient de voir avec le téléphone qui tourne, etc., qui en fait est techniquement une séquence d'images hein, dans Webflow. On peut le faire avec un Lottie, ou alors on peut le faire avec du code pour une véritable séquence d'images, mais très facilement avec du Lottie. Et en fait, voilà, tu vas pouvoir faire des vidéos pour ton site, tu vas pouvoir faire du motion voilà, dessus et présenter ton site d'une manière assez intéressante. Le pricing, je vous le montre tout de suite. On a une version gratuite d'essai. Je ne sais plus combien de temps j'ai d'essai. Je ne sais plus. Et après, on a différents pricing en fait, qui incluent simplement des templates. Vous allez voir, quand on est ici, vous voyez, on a des templates ici. Et voilà.
On va se prendre quoi? On va se prendre un 16 pouces comme ça. Et on va tester ça de suite. Je me remets ça par là. Tac, en haut. Ouais, parfait ça. Ça, on va se le mettre en grand. Et c'est parti. Ok. Ok. Et donc là, bah, on va découvrir. Il y a aussi Jitter vidéo. Ouais, Jitter, ouais. Jitter vidéo qui est très très bien. Fable aussi, une grosse alternative à After en effet. En fait, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'outils qui se créent comme ça pour faire bah, du motion pour le coup. Et là, ce qui est intéressant, c'est que. Alors, il faut que je trouve. Ah oui, c'est Alt. Il faut que je trouve comment faire, mais. Et on est quand même sur un petit rendu sympa. Alors, Get Started, First Dragging Design. Ok, donc il faut que je mette mon design 4096 par 2560. Ok, bon, on va aller se chercher un design. Ou alors on va se prendre un site, en fait, on va aller chercher un site direct. En fait, pourquoi on se prendrait pas, je suis en train de réfléchir, mais pourquoi on se prendrait pas le site de Rotato? On va prendre ça, je vais faire une capture d'écran. C'est peut-être pas la meilleure qualité possible, mais on a quelque chose. Ok, plutôt facile déjà, un T. Par contre, du coup, forcément, il m'a compressé le truc parce que je suis pas dans le bon ratio. Est-ce que j'ai moyen quelque part d'avoir Save your image? Ok, je vais peut-être remettre quelque chose. On a dit que c'était un 4096. Où est-ce que je vais venir? Attendez, il faut que je découvre un petit peu. Donc on a dit, ici on a notre partie animation. Ok, ça je peux la supprimer. Ça fait quoi? Ok. Team scene. Ok, ok, ok. Lévitation. Ok. Ok. Bon, on va voir. On va s'ouvrir un petit Fina. Je vais me prendre un hardboard. On me dit que c'était 4096. Par combien? Comment je vais faire? On va en relancer une. Tac. Donc on va enregistrer. Delete. Et on va rouvrir ça. Par 2560. 2560. Ok, j'ai mon hardboard ici, donc je vous le repartage tout de suite. Hein. Je me prends un frame du nouveau site. Hop là. Non, 4096. J'arrive. Alors 4096, on y est. Alors, 4000. Par 2560. Ok, et ça. Je grandis juste mon truc pour qu'il puisse correspondre. Un instant. Est-ce que je vais y arriver? Tac, tac. Et donc là, j'en sors une image, exporter un JPEG. Tu veux?
que je vais y arriver? Voilà. Ok. J'ai ma frame. Ma frame, elle est ici. Ça, on est bon. On peut repartir. Normalement, vous voyez toujours hop là, si je peux le fermer. Ok, on n'est pas trop mal. Donc, on a notre site ici, ok, qui fait donc 4096 par 2560. Ici, on a quoi? Donc, un déplacement comme ceci. Donc, ça veut dire qu'on interagit sur une rotation. Où est-ce qu'on a l'info de la rotation? C'est pas forcément ici. Background, ok, là on vient gérer le background, donc ça c'est pas mal. Color bounce, ok, allez, ça c'est plutôt la partie éclairage. Environnement, ok, par contre on peut pas choisir l'environnement. Simple lightning. Ok, ok. Le device. Ah oui, on peut soit être en mode plutôt classique, soit on peut venir colorer le device. Ok. Ouais, il y a un petit truc un peu intéressant là. On peut pas mettre de couleurs. Ok, donc c'est forcément des couleurs préenregistrées. Ok, shadow. Ok. On va essayer de rester sur un ordi classique là. Pour au moins avoir quelque chose. Shadow intensity. Clay, non. Glass reflection, yes. Ah ok, on peut gérer l'angle aussi. Ah si, on peut gérer la couleur en fait déjà. Ok. Et label, c'est quoi? Ok, c'est du texte qui apparaît. Et est-ce qu'il est traqué avec le... Non, ok, donc il reste bien au-dessus. Ok, donc là, forcément, ça marche. Ok, ok, on a moyen de faire des choses là, un peu sympa. On va se remettre l'ordi. Le background, ça c'est bon. L'ordi est là. Et donc on va dire... On va faire une ouverture. Et je croyais qu'il y avait... On va voir. Ok, donc là on anime une keyframe. Donc la keyframe c'est en fait une caméra. Ok, ok, j'ai compris. Donc en fait là on va donner un instant T. Un angle de caméra et puis on va essayer de se faire un truc comme ça avec l'ordi fermé. Et on va essayer au pire d'avancer comme ça. On va démarrer comme ça va être notre première keyframe. Save your image. Comment on fait pour save une image? Next, save your image. Clique sur le render. C'est drôle, c'est un petit loup. Ok, simplement pour, ouais, c'est pour tester quoi. Ok, render. On va mettre l'image, on va la mettre sur bureau, ça ira bien. Bureau, desktop. You did it. Ok, super. Ok. Et donc là, forcément, maintenant, il faut que j'avance dans ma timeline. Je voudrais dupliquer. Est-ce que je peux dupliquer ce point? Par contre, il continue à parler là, dans sa vidéo. C'est un peu dommage, ça. J'ai encore la vidéo qui joue en fond. Je sais pas si vous l'avez, mais... audio, ok. Comment je fais pour rester
On avait dit que c'était comme ça, et là on avançait de la sorte, comme ceci. Donc ça c'est mon instant 1. Ok, donc là maintenant que j'ai sélectionné le point, j'ai double-cliqué dessus. Je devrais pouvoir faire mon angle comme ça, quoi. Donc là, moi, ce que je veux, c'est que ce soit comme ceci au départ. Ça, c'est ma keyframe. Et là, moi, je veux que ce soit comme ça à la fin, que ça s'ouvre. Ok, est-ce que ça a fait l'animation que je voulais? Pas vraiment. Ça l'a fait, mais à l'inverse. Ce que je comprends pas, c'est comment mettre une keyframe. Comment est-ce qu'on va se mettre une petite keyframe des familles par là? Oups. Press plus to add keyframe. Drop a music line to add. Ok, en fait, si, c'est ça. C'est juste que là, ma keyframe à l'instant ici. Et donc là, si je vais là et que je clique sur le plus, ça m'ajoute une keyframe. Ou alors, c'est-à-dire que c'est pas forcément des keyframes, c'est juste que ça, c'est l'ouverture. Donc ça voudrait dire que là, tout est fermé. Je comprends pas. Je voudrais que mon ordi soit fermé. Je voudrais qu'il démarre ici et qu'on se déplace comme ceci. Voilà. Ok, donc là, ah ok, ça marche. Ok, j'ai compris. En fait, à chaque fois, je vais donner des instants clés, il faudra que j'appuie sur le plus. Donc là, je suis ici. Et maintenant, je vais ajouter, je vais le faire grossir comme ça. Ok, et là, du coup, je le veux comme ça. Donc ça, c'est ma keyframe. Donc ça fait que... Ok. Si je veux que ça soit plus long, j'ai juste à allonger ça. Et forcément... Ok. Et donc là, ça veut dire que si je modifie ça... Voilà, c'est ça. C'est là, voilà. Ok, j'ai compris. Par contre, je vais sélectionner ça. Voilà. Donc ça veut dire que là, si je joue mon truc, j'ai mon Mac qui arrive. Là, il commence à s'ouvrir. Et j'ai du coup ok, mon principe qui est là. Ok. Ok, ça roule. Bon, c'est prometteur, mais prise en main est pas intuitive, on va dire. Bon, déjà, ça tombe bien. Parfait. Je vais simplement regarder. Alors, j'ai ma souris, je sais pas si vous le voyez un peu, j'ai ma souris qui saccade des fois. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce qu'il y a OBS qui record plus stream, plus j'ai Chrome, Figma. Mon 16 pouces, il a un peu de mal à suivre. Voilà. Ok, et donc ça, qu'est-ce que c'est? J'aimerais mettre ça, ok, ici. Et donc là, ça fait quoi ça? Ça, c'est forcément comme ça. Comme ça. Ok. Ouais, donc forcément, là, ça fait une animation un peu bizarre. Ok.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'outil là? Au niveau de l'interface, quand même, c'est plutôt accessible, je trouve. Je pense que tu vois, là, on a passé quoi, là, il est quoi, 56? On y a passé 10 minutes, 10-15 minutes. On a moyen de faire quelque chose de sympa. Donc ça fait ça. Ok. Et là, par exemple, si je veux faire un tour complet, donc là, c'est à moi de faire un tour complet. Ok, je reviens là. Et donc là, si j'ajoute la keyframe, c'est ça, ça refait le tour complet. Ok. Pour aborder de la 3D, j'adore Rotato. Par contre, enfin bon, c'est ça. Ouais, franchement, là, je suis avec j'ai un i9 qui est bien boosté en plus. Et pourtant, j'ai 2-3 petites saccades. J'ai 32 de RAM et tout. J'ai tout ce qu'il faut, mais on est sur un stream, donc forcément. Ce que j'ai envie de voir, ce qui m'intéresse, c'est le... Oh, il y a des trucs canons là. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Je veux commencer à gérer un peu le flou et tout. Ok. On va dire que là, donc ça, on peut l'enlever, supposons. On va dire que là, donc ça, ok. Puis on va fermer ça, fermer ça, fermer ça. Notre ordi, il est ouvert. Il est comme ça. Et j'aimerais mettre quelque chose comme ceci. Et en gros, dire, bon, bah, ici, c'est l'instant 0. Et à la fin, on va être... Oula, ah oui. On va être par là. Ok, donc on a notre déplacement, ça c'est bon. Je vais me laisser le temps. Et maintenant, j'aimerais gérer Rotato plus M1. Ah ouais, ça, faut que je passe au M1. Depth of Field, ok. Avec mon merveilleux accent. Bah en fait, je vais pas forcément... Voilà, je vais directement le mettre là. Je vais me mettre comme ça à bosser. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, là au moins je suis pas mal. Bref, je suis là. Depth of Field, ok. Commande et clic to set a focus plane. Mince, c'est option, pardon. Ok, ça c'est bon. Si je descends, focus distance. Ok. Ok, forcément. On va rester sur un 50. Ça, on va descendre à 2. Ça, c'est un quoi? Focus distance en net. Si j'augmente, j'ai quoi? Ok. Si je réduis. Ok, forcément. 50. Spline, ouais. Victory, on l'avait testé pour un projet un peu lourd pour le projet. Enfin, notre fichier 3D était un peu lourd pour ce projet-là. Et Spline, c'est pas mal aussi. On avait testé au tout début des lives, donc ça remonte. Il y avait 2-3 bugs à l'époque. Mais c'était pas mal. C'était prometteur, ouais. 10. Ok, là on va commencer à avoir des choses qui sont à peu près nettes. Net ici. Ça change quoi? Oh, ok. Ok. Ça, c'est cool. Si là, je baisse, ok, tout est net. Et si je monte...
Il n'y a que ce qui est prêt qui est net. Et donc forcément, lorsque je vais avancer... oui. Pardon. Blade, c'est quoi 10. Ok, et 1. Ça change pas grand-chose. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Motion blur, ok. Le fauve, on n'a pas besoin de l'augmenter. C'est la largeur de... Oui, si je monte à 120, il est forcément un peu plus large. 90. Pourquoi il me l'a complètement déréglé? On était à 90 avant. Ah. Je vais essayer de retrouver la valeur. Parce que là, c'était écrit 90 tout à l'heure, mais il avait pas l'air de... Ok. Et donc là, supposons qu'on ait ça. On se dit qu'on est comme ça. Et à la toute fin, on est... On est comme ça. Ou même mieux. Attendez. Oula. Je supprime ça. On démarre ici. Et à la toute fin, on va être... par là-bas. Je voudrais faire un mouvement latéral. Je ne sais pas encore trop comment. Je voudrais décaler latéralement ma caméra. Alors. Comment je vais faire ça? Le problème que j'ai là, c'est que ça me convient pas. Ok. J'arrive pas à faire mon déplacement latéral. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je dézoome là. Que je rezoome. Vous voyez, c'est comme si ici, mon point de rotation, mon encre a été par là. Je peux que tourner autour de ça et j'ai pas la touche pour... Ah, si, c'est les flèches. Ok, c'est les flèches. Donc là, j'ai ça. Je vais décaler. Voilà. Et là, je peux zoomer. Vous voyez? Et donc là, je crée mon autre point. Donc ça, c'est mon point de fin. Donc ça veut dire que là, j'ai un déplacement normalement. Là, j'ai un truc pas mal. Là, j'ai quelque chose qui est pas mal. Ok. Height. On a dit que si on augmentait encore. Ok. Ah, on va faire des trucs plutôt sympas. Après HDR, bah, j'ai pas un écran HDR, donc je pense que je vais pas me rendre compte du rendu HDR. Automatique, ok. Ok, des paramètres classiques. Et donc là, on peut refaire en render movie. On regardera les templates si on veut plus tard. C'est pas mal ça. J'aimerais bien faire un truc d'ouverture.
voulez, toi, comment faire ça? C'est pas... Il y a un truc qui est pas forcément trop simple à prendre en main, là. Ok, et donc si je fais render movie, kind movie, oh, bah je peux directement l'avoir en PNG séquence. Bah, ça c'est bien. Et web c'est quoi? Ça me sort quoi? Ok, on va tester la 4K, on verra bien. 60 images secondes, ouais, on n'aura pas besoin. Choose destination, on va voir ce qu'il nous sort. Ok, un point move. Je sais pas pourquoi le web est considéré comme un point move. Je pense pas que ce soit le plus intéressant, le point move. Save. Et là, on va lui laisser faire sa tambouille. Je pense que j'étais un peu ambitieux. Je pense que j'étais un peu ambitieux. Qu'est-ce que vous en pensez à chaud, là, comme ça Je voyais Jean-Philippe, je voyais Vincent qui connaissait. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui connaissaient? Je vois qu'il y avait Armand aussi dans le chat. Ouais, je sens que je suis un peu gourmand là, surtout. Je vais le baisser. On va se mettre en web, peut-être pas 4K, on va mettre un 1080, on va descendre à 30 images secondes et en super height, on va mettre non. Je sais pas si... Des avis sur Framersight. J'ai vu pas mal de choses passer. J'ai vu des gens perplexes au début. Et en fait... je vous mets ça comme ça, le temps que ça fasse le chat. Et en fait, ça a l'air d'être assez poussé. Dans le sens où on a l'impression qu'on ne va pas faire grand-chose, mais on peut ajouter du React derrière, d'après ce que j'ai compris. C'est Armand qui connaîtra mieux que moi. Et ça a l'air d'être plutôt puissant. Alors, je connais pas du tout la qualité du code derrière, je connais pas du tout l'interface, etc. d'utilisation de Framer, j'ai jamais trop utilisé. Je sais pas si Vincent est encore là et s'il a pu tester, lui qui est un aficionados de Webflow. Mais je sais, enfin ouais, j'ai l'impression qu'il y a un genre de... Ça couvre beaucoup de choses, ça a l'air d'être très simple de faire des sites très simples, et ça a l'air d'être possible de mettre du code assez avancé quand même comme du React. Et du coup, moi je me situe plutôt dans l'entre-deux où j'ai pas forcément besoin de React souvent. J'ai pas des besoins qui soient sur de petits sites. Et en fait, je sais pas trop ce que ça vaut. Et ça a l'air ouf. Ok, est-ce que tu as des sites que tu as vu passer qui sont. Où du coup, j'ai vu des vidéos que tu avais commentées sur Twitter. Et je sais pas si tu as vu des sites en prod qui ont été faits avec. Mais ouais, c'est ça en fait, ça revient techniquement. En fait, comme Framer de base, c'est un Figma qui est orienté pour du prototype. Bah là, le fait qu'ils ajoutent le développement web inclus, ça devient un Figma to Webflow, un all-in-one. Donc je trouve ça assez cool. En fait, ils attaquent un marché où on attendait soit Figma, soit Webflow, et hop, c'est un acteur externe qui vient et qui dit bah finalement on peut faire les deux. Donc je suis curieux de voir des exemples de sites en prod. Ok, vas-y, on va aller regarder ça. Avant de regarder le rendu, je vais aller ouvrir ton lien. Donc ça, évidemment, c'est pas pratique. Faut que je me l'ouvre comme ça. Et là, je vais faire un play. Yes, bah, c'est le lien que j'ai vu que tu avais commenté sur Twitter. Ok. Allez, attendez, j'arrive. Tadam. Et voilà. Je vous remets le chat pour vous voir. Tac, parfait. Alors, que je sois là, je recharge la page parce que c'est quand même l'animation d'intro qui est assez sympa. En plus, un léger parallaxe, la rotation d'éléments, mais je pense. Ouais, je pense que c'est juste de la rotation, c'est pas de la 3D.
Je me pose la question pour la gomme, mais bon, on verra bien. Et ici, ouais, projet sympa. Over qui me débloque. J'avoue qu'il est propre. Story. Ah, petite animation par lettre là, sympa ça. Ok. Traduction. Est-ce que c'est le contenu qui est écrit? Oui, c'est le contenu qui est écrit. Mais il n'y a pas de changement d'URL. Ok. Je pense que ça c'est une animation. Hein. Je pense que c'est juste 3 textes qui se superposent et ils changent ce contenu. Je ne vais pas regarder en détail, mais c'est propre. C'est propre, c'est propre. Je suis pas... J'ai voulu cliquer sur le J là pour penser que ça allait ramener là-haut, mais non. About. On va aller voir About. Petit effet du coup sticky là, intéressant. Dire que c'est que de la bêta. Ouais, c'est ça qui est le plus affolant, c'est que pour le moment c'est encore en bêta. Donc je pense qu'ils ont encore des points d'optimisation, évidemment. Tout le monde a des points d'optimisation, mais pour un premier jet de site, de maquette poussée en dev par l'outil directement, c'est assez fou. Ce qu'on peut regarder, c'est ça. Ce que je voulais voir, c'est retourner à la home et voir comment ils géraient le responsive. T'as quand même la notion de breakpoint, sympa. Ok. Ok. Propre. Propre. Qu'est-ce que vous en pensez, mais j'avoue que c'est prometteur. C'est prometteur. Ça me fera pas quitter Webflow tout de suite. Mais j'avoue que c'est... Enfin, de se dire qu'on peut faire ce maquette sur un outil et que ce soit le même outil qui finalement passe le dev, assez impressionnant. Après, ça reste un petit site, évidemment. Donc, une petite animation sympa ici, mais j'avoue que c'est pas mal. Revenons à nos moutons. Notre animation est prête. On peut faire un reveal. C'est juste que ça ouvre la vidéo, quoi. C'est que ça me sort un JSON. Ah, c'est que ça me sort un Lottie. Hein, par contre, 235e mot Lottie. Des milliards de divs. Ah bah écoute, on va jeter un œil juste après. Je vais me remettre j'ai fait une très mauvaise idée d'ouvrir le... Ah, je fais planter le truc. Attendez, je reviens. On va redémarrer le Finder. Ah, le Finder est complètement à l'ouest. C'est pas grave. Ça va nous faire une petite pause pour revenir à notre... Ah, j'ai mon truc par-dessus. C'est bon. Tadam! Alors, on essaie un peu de comprendre comment le système est structuré. Ok. Donc ça c'est notre section container. Là on a un truc qui est je sais pas où. On a notre contenu à l'intérieur. Ça c'est le contenu qui est en dessous. Ok. Notre texte. Ok, ça c'est que le texte qui est là. Div, image. Et je serais curieux de savoir les limites, car comme ça semble merveilleux. Ah, ouais, c'est ça. Ça dépend comment tu le builds en fait. Parce que c'est un signe effet dans Figma, ton truc n'est pas structuré. Forcément, tu vas avoir un code générique qui va pas être incroyable.
classe 1. Stack gap, gap enabled, content wrapper. Ok, content wrapper, on prend notre composant. Ça c'est notre container. Là on a un truc, ok. On a nos deux éléments. Ok. Ouais, j'ai pas l'impression, je cherche aussi des H2, etc. Et c'est quoi, on va passer sur un truc qui est un peu plus connu, qui s'appelle Google. Et sur lequel c'est beaucoup plus agréable, je trouve, d'inspecter les éléments. H1, non, on a un H1. Mais le H1, ok, donc bon, lettre par lettre, quoi, d'accord. Ok, donc déjà, bah, ça va pas être incroyable. Ça, ouais, je supposais que c'était un H2, mais non. Ça, c'est une span, le texte. Span. Span. Span, ok. Logique de OK, grid classique. Ok. Juste pour le test. Je vais retourner à mon mouton ici. Done. Ok. Et on va pas faire en fait un web, parce que web ça me sort un JSON comme on l'a vu. Donc pour une intégration Lottie par exemple, on va faire un movie HEVC. Ok. Intéressant. Oui, on peut. 1080, ok. Et choose destination, on va faire ça. Titled. Oula, ça rend beaucoup plus vite. Je lui donne le bénéfice du doute. Je pense qu'en fait c'est le, comment dire, c'est l'effet comme c'est le premier qui fait ça, qui fait de la vraie conversion design to dev. Forcément, ce qu'ils vont faire, il y a un moment où ça va pas être fou. Mais il faut un premier. Il faut qu'il y ait un premier qui se plante, enfin qui aille et qui se plante. C'est un peu la comparaison que je faisais l'autre jour avec Samsung. Samsung, c'était les premiers à faire un téléphone qui soit pliable. Et évidemment, le premier, il était horrible. Évidemment, le premier, il n'était pas agréable à utiliser, évidemment. Mais c'était les premiers, et c'est ce qui a fait que derrière, on va mettre un petit là-dessus pour le passage, c'est ce qui a fait que derrière, plein d'autres boîtes ont pu apprendre de ces erreurs-là et forcément sortir des produits nouveaux. Et même si moi je pense jamais utilisateur de ces téléphones pliables, en fait c'est la même approche. Pour moi, il faut qu'il y ait un premier outil qui aille, qui se lance, qui se plante sur je sais pas, la détection de texte, de la gestion de je sais pas, soit d'animation, soit de ouais, non, il trouve pas. Soit voilà, d'animation, de texte, etc. Même de CMS, ouais, et en fait le deuxième ou la prochaine itération de Framersite ou simplement la sortie, parce que là c'est que en bêta, et ben ils seront bons, ils seront bien placés. Oula, dommage pour un Framersite. Mais j'espère que ça c'est pas fait avec enfin, si c'est pas fait avec Framersite, je trouve ça dommage. Faire le site de Framersite non pas sur Framersite, ce serait quand même un peu bête. Ok, mais sinon intéressant. On pourrait demander à avoir un accès. Je demanderai à avoir un accès, je me le garde. À voir comment ça évolue, mais ouais, je
Je pense que en fait, ouais, il y a un espoir à avoir. Et par contre, en effet, comme dit Daddyflix, il faut du temps. Parce que là, clairement, si là on est en bêta, je sais pas quand est-ce que c'est prévu de sortir. Mais là, il y a encore un peu de taf, quoi. Non, on n'a pas vu les 95, nous. Et ça, par contre, oui, c'est là où c'est intéressant. Et que là, par contre, on va intégrer React. Donc là, ouais, on peut avoir... Par exemple, on peut avoir un site très simple avec un formulaire assez technique en React derrière. Ça peut être un bon cas d'usage. Mais ouais. Non, mais c'est cool. Bonne réflexion à avoir. On va suivre ça de très près et on pourra se tester. Je vais faire la demande pour avoir accès. On pourra se tester ça si vous voulez, un de ces quatre en live. Pour voir un peu comment ça réagit. Est-ce que mon animation est terminée? Je pense. Hop. Un peu fixe cette vidéo, non? J'ai oublié un truc. Done. J'ai oublié un truc, bah oui. C'est-à-dire que là, du coup, hop, comme on avait fait. On va finir ça comme ça, parfait. Render movie, bam bam. Ça c'est bon, ça c'est bon. Écraser celui qui existe déjà, oui, replace. Mais ok. Ok. Bon, bah c'était un bon live quand même aujourd'hui. On a fait quoi, 1h30? 1h30 de live. On a vu les pricing de Webflow. On a vu que c'était un peu la cata. On espère qu'il va y avoir un petit retour en arrière ou alors voilà, l'ajout de peut-être de pricing intermédiaire ou alors une explication plus détaillée. Mais et puis on a découvert un petit peu Rotato. Qui est pas mal du tout. Et ouais, et voilà, ça fait une petite vidéo sympa. Bon, un peu rapide, mais je pense qu'on a moyen de faire des petites choses assez canon avec ça. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live, le jeudi à 16h. Je pense que cette fois-ci, on ira sur du Webflow déjà. C'est certain. Pour soit faire un challenge, soit faire... Donc soit, vous savez, le challenge 1 heure pour faire une maquette ou un truc comme ça. C'est pas encore défini. Ou alors, je peux venir traiter d'un sujet qui peut être un peu technique ou vous parler de film suite ou ce que vous voulez. Vous me dites, vous n'hésitez pas à me faire remonter. Moi, je vais prévoir des trucs quand même. Et puis, si je vois que dans vos idées, il y a des choses qu'on peut faire rapidement dans ce live, on se fera ça. Et ravi de t'avoir eu, Daddyflix. Daddyflix, c'est un chouette nom, ça, quand même. C'est Félix, qui, je suppose, est père de famille maintenant. Mais voilà, semaine pro, on part sur ça, du Webflow, du challenge ou alors du building public. On avisera, il y a toujours quoi faire. J'arrête de vous partager mon écran parce que là, je ne vous montre rien d'intéressant. Évidemment, si vous ne connaissiez pas la chaîne Twitch de No Code France, n'hésitez pas à vous abonner. Enfin, c'est pas un abonnement, c'est un genre de petit cœur pour dire que vous suivez, être notifié, etc. Sinon, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des questions sur Webflow, vous me pinguez sur le Slack No Code France, sur le Slack Init, sur LinkedIn, sur Twitter, sur partout. Je suis partout. Et puis on se retrouve, voilà, comme d'habitude, tous les jeudis. Ok. Bon, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, un excellent week-end qui, je pense, sera ensoleillé. Et Vincent, si t'es toujours là, écoute, je te ping dès que je passe à La Rochelle. Ciao tout le monde, à la prochaine.